Il y a une région du monde qui, depuis plus d'un siècle, semble être au cœur de toutes les crises, de toutes les guerres, bref, de toutes les tensions qui agitent la planète. C'est bien sûr le Moyen-Orient. Mais alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette région est un tel foyer de conflit? Oui, comment on explique ça? Comment une région peut-elle être aussi instable? C'est un véritable casse-tête, un puzzle aux 1000 pièces. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre ces pièces, une par une, et essayer de les assembler pour que l'image devienne enfin un peu plus claire. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par la base. De quelle région parle-t-on, au juste? Ensuite, on verra pourquoi cette terre est si stratégique. On s'intéressera après à ses peuples, ses cultures, ses religions, un vrai melting pot. Puis, évidemment, impossible de ne pas parler de l'or noir, le pétrole. Et à la fin, on mettra tout ça ensemble pour comprendre pourquoi on parle souvent de poudrière mondiale. Allez, on attaque. Première étape, on va parler un peu vocabulaire. Proche-Orient? Moyen-Orient? Ça peut paraître un détail, mais en fait, derrière ces mots, il y a déjà toute une histoire et une vision du monde. Donc, posons les choses clairement. De quel espace est-ce qu'on parle? Et là, c'est une nuance qui a son importance. Historiquement, en français, on disait Proche-Orient. Ça désignait surtout les pays autour de la Méditerranée orientale, la Turquie, la Syrie, le Liban, jusqu'à l'Égypte. Mais aujourd'hui, c'est le terme anglais, Middle East, donc Moyen-Orient, qui a pris le dessus. Et il est beaucoup plus large. Il va de l'Égypte jusqu'à l'Iran, en incluant toute la péninsule arabique. C'est beaucoup plus logique pour comprendre les tensions actuelles, en fait. Les noms qu'on donne aux lieux, ça a vraiment un sens. Ok, maintenant qu'on sait de quelle zone on parle, on va zoomer sur la Terre elle-même. Parce que bien avant de parler de pétrole, bien avant les frontières qu'on connaît aujourd'hui, c'est la géographie qui a tout dicté. Elle a fait de cette région un carrefour, un passage obligé, et donc forcément un lieu très convoité. Et ça ne date pas d'hier. Imaginez un peu. C'est un pont naturel qui relie l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Tout passe par là. C'est là, sur les rives de fleuves mythiques comme le Nil, le Tigre ou l'Euphrate, dans l'Irak actuel, que les premières grandes civilisations sont nées. C'est aussi ici qu'ont émergé les 3 grandes religions monothéistes. Pendant des siècles, tout cet espace a été sous la coupe de l'Empire ottoman. Mais quand l'Empire a commencé à vaciller au XIXe siècle, eh bien les grandes puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, elles se sont jetées dessus pour défendre leurs intérêts. Mais ce n'est pas qu'une question de passage. La terre elle-même, c'est une source de conflit. Regardez la carte, c'est surtout du désert, des montagnes. Du coup, les quelques terres fertiles, c'est de l'or. Mais il y a une ressource encore plus précieuse et encore plus rare, l'eau. On parle de stress hydrique constant. Pour des pays comme la Jordanie, l'Irak ou la Syrie, contrôler l'eau du Jourdain, du Tigre ou de l'Euphrate, c'est une question de survie. Alors forcément, quand la Turquie, en amont, construit un barrage sur les Tigres, eh bien en Syrie, en Irak, en aval, c'est perçu comme une véritable menace. Et comme si ça ne suffisait pas, par-dessus toutes ces tensions ancestrales vient se greffer une menace bien de notre siècle, le nucléaire. Et là, ça change complètement la donne. D'un côté, il y a Israël, dont tout le monde pense qu'il a la bombe atomique, même s'il ne le dit jamais, et de l'autre, il y a le programme nucléaire iranien, que ses voisins et rivaux voient comme une menace mortelle. Ça ajoute une couche de tension, disons, explosive à un équilibre déjà très précaire. Bon, on a parlé de la géographie, des ressources. Parlons maintenant des gens qui y vivent. Parce que le Moyen-Orient, c'est avant tout une mosaïque humaine absolument incroyable. C'est une richesse folle, mais c'est aussi, malheureusement, une source de division très très profonde. Alors, si on regarde les grands groupes, on a principalement 3 peuples. D'abord les Arabes, qui sont les plus nombreux, ensuite les Perses, qui vivent principalement en Iran, et puis les Turcs en Turquie. Mais il y a un mais énorme, ce sont les Kurdes. Ils sont entre 25 et 30 millions, c'est énorme, sauf qu'ils n'ont pas leur propre pays. Leur peuple est divisé, éparpillé sur 4 États, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et cette situation de nation sans État, c'est une blessure ouverte et une cause de conflit permanente dans la région. Et même au sein de la religion majoritaire, l'islam, il y a une division très ancienne et très profonde. D'un côté, les sunnites, qui représentent la grande majorité des musulmans, de l'autre, les chiites, qui sont majoritaires surtout en Iran et en Irak. Et attention, cette séparation qui date de presque 1400 ans, ce n'est pas juste une querelle de théologiens. Aujourd'hui, c'est le moteur d'une lutte d'influence acharnée, d'une sorte de guerre froide régionale entre l'Arabie saoudite, qui se voit comme le leader du monde sunnite, et l'Iran, la grande puissance chiite. Et ça nous amène à l'épicentre de toutes les tensions religieuses. Un seul lieu, une seule ville, Jérusalem. Une ville 3 fois sainte. Pour les Juifs, c'est l'emplacement de leur temple, le lieu le plus sacré. Pour les musulmans, c'est le 3e lieu saint de l'islam, avec l'esplanade des mosquées.
Le problème, et il est de taille, c'est que ces deux lieux saints sont au même endroit, l'un sur l'autre. Cette superposition rend la situation incroyablement explosive. On comprend mieux pourquoi le statut de cette ville est un des problèmes les plus difficiles à résoudre du conflit israélo-palestinien. Ok, on passe au quatrième élément. Celui qui, au XXe siècle, a tout changé, a mis de l'huile sur toutes les braises déjà existantes. Je parle bien sûr du pétrole. Et tout est allé très vite. On trouve du pétrole en Iran au tout début du XXe siècle. Mais le vrai tournant, c'est après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Les États-Unis passent un accord historique avec l'Arabie saoudite. Le deal est simple. On vous protège militairement et en échange, vous nous garantissez l'accès à votre pétrole. Ensuite, en 1960, les pays producteurs en ont un peu marre de se faire dicter les prix, alors ils créent l'OPEP. Et là, arrive 1973, le premier choc pétrolier. Pour la première fois, le pétrole n'est plus seulement une marchandise, il devient une arme politique redoutable. Et pour bien se rendre compte de la déflagration, regardez ça. En 1973, juste avant le choc, un baril de pétrole, ça valait quoi? À peine 3 $. Maintenant, avance rapide, on est en 2011. Le même baril, c'est 100 $. C'est juste ahurissant. Il faut imaginer le transfert de richesse absolument colossal que ça représente. D'un coup, des fortunes et une puissance inimaginable sont tombées sur les pays du Golfe et les autres producteurs. Et si on pense que le pétrole, c'est du passé, eh bien, il faut regarder ces chiffres. Encore aujourd'hui, le Moyen-Orient, c'est les 2/3 de toutes les réserves de pétrole prouvées dans le monde. 2/3. Et 40% des réserves de gaz. Donc, qu'on le veuille ou non, le moteur de l'économie mondiale tourne encore et toujours avec le carburant qui vient de cette région. Voilà, on arrive à la fin de l'entre-décryptage. On a toutes les pièces du puzzle en main maintenant, la géographie, les ressources, les peuples, le pétrole. Et quand on assemble tout ça, l'image qui se dessine, eh bien, c'est clairement celle d'une poudrière. C'est vraiment une accumulation de tensions, une superposition de couches de conflits. On a un carrefour stratégique que toutes les grandes puissances veulent contrôler. On ajoute à ça une compétition féroce pour l'eau, qui est une question de vie ou de mort. Par-dessus, on a des divisions ethniques et religieuses qui remontent parfois à des siècles. Et pour couronner le tout, on verse le contrôle d'une ressource vitale pour le monde entier, le pétrole, et on place au milieu des lieux saints ultra sensibles que tout le monde se dispute. C'est cette combinaison unique et explosive qui rend la région si instable. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Quand on a autant de lignes de fractures superposées, des fractures géographiques, historiques, religieuses, économiques, comment est-ce qu'on peut espérer construire la paix? Comment bâtir quelque chose de stable sur un terrain aussi miné? C'est sans doute le grand défi du XXIe siècle, pas seulement pour cette région, mais pour nous tous.